Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement indice dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat modéré. Je vous dis à ce soir pour le premier tirage au sort des 2 premières NFT à gagner. C'était Zap Crypto. Ça bouge plutôt pas mal en ce moment. On est en grosse phase de doute. Et si on résume, absolument tout baisse. Les actions baissent, donc les indices baissent. Les cryptos se prennent une grosse claque. Bon, ce qui n'est pas très surprenant quand on sait que 99,999% des cryptos sont condamnés à finir à zéro, puisqu'il y a de la place peut-être pour une, deux, allez, on va être gentil, 3 crypto-monnaies maximum, sauf si, bien entendu, Amazon, Facebook ou autres se mettent à sortir leur crypto-monnaie. Alors là, ce sera la dégelée complète pour toutes les autres monnaies virtuelles qui ont cette prétention. Je vous rappelle que pour qu'une monnaie fonctionne, il faut qu'elle touche un grand public et qu'elle soit utilisée, sinon ça reste du virtuel. Donc on a actuellement plus de 12 000 crypto-monnaies. Voilà, donc sur les 12 000, vous imaginez bien que dans 20 ans, il en restera une et deux, allez 3, je vais être très gentil. Ethereum, d'accord. Donc actuellement, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve sur un support monthly. Pourquoi un support monthly? Parce qu'on a une clôture qui s'est faite ici, le 1 juin 2021, et on a eu un bas de bougie pile poil le 1er février. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un support. Est-ce qu'on va le tenir longtemps? Who knows? On est déjà venu chercher le premier creux ici, du 1er février 2022. Ça y est, le premier creux a été entrepris, a été attaqué, et maintenant il reste aussi évidemment ce deuxième creux qui, à mon avis, va finir par être attaqué aussi tôt ou tard. Ensuite, prochaine zone de liquidité, les 1800. Pour moi, la zone où j'attends du cash, c'est-à-dire que je sortirai mon cash, quoi qu'il arrive, c'est la zone des 1400, 1300. Pour moi, ça, c'est la zone ultime qui peut être super intéressante. Et évidemment, hein, si ça continue de dégringoler à partir de ce niveau, ça m'est complètement égal. Je vous rappelle que l'Ethereum valait 50 $. Ça, j'ai pas le graphique avec les 50 $, mais valait, voilà, 89 $ le 1er mars. Donc, ne sous-estimez pas le potentiel de ces cryptos. C'est-à-dire que oui, on est descendu. On est passé de 350 à 90 $. Donc, dites-vous bien que bien qu'on descende, peu importe quand est-ce qu'on descend, combien on descend, il y a amplement le potentiel de grandir. Donc moi, j'ai strictement, absolument pas peur de l'avenir des cryptos. Alors peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que finalement, bah, ça aurait été un pari perdu. Le contexte. Nous connaissons le contexte. Vous le connaissez, nous le connaissons tous. Il est horrible. Il est pas horrible, il est féroce. Ce contexte, il est depuis le début de l'année féroce. C'est-à-dire l'inflation hors de contrôle, les taux d'intérêt qui remontent, je vais vous montrer les taux d'intérêt réels, la Covid-19 en Chine, le retour des grands confinements en Chine, qui contraint le commerce mondial, via une activité contrainte des grands ports commerciaux chinois. Je vous rappelle que la Chine est la première puissance commerciale mondiale, le premier importateur mondial. La Chine est par exemple le premier client de l'Allemagne. Vous voyez. La guerre en Ukraine, qui alimente les thèmes d'inquiétude fondamentaux classiques. Alors hier, on a invité le pire. C'était le 9 mai, le jour de la victoire en Russie. Finalement, le gouvernement russe a plutôt communiqué sur, plutôt pas un apaisement, mais n'a pas envie d'atteindre le degré supérieur. Et ça reste une sorte d'épée de Damoclès permanente. Il reste une énorme poche de liquidité. Je vais vous montrer ça, et c'est surtout sur les contrats dérivés où il y a une petite décorrélation. Ça, je peux fermer. OK. Pour faire très simple, donc là, les points de liquidation que j'ai mis, simplement les points de liquidation qu'on récupère depuis Kingfisher. OK.
qui permet de savoir où sont les plus grosses liquidations. Il faut savoir qu'actuellement, les plus grosses liquidations longues sur ce marché se trouvent entre 24 800 et 27 300 environ. Donc là, il y a beaucoup de gens à liquider sur les contrats dérivés. Et on voit également, donc là, c'est sur plus particulièrement tous les contrats dérivés, que l'été dernier, on avait fait 3 creux ascendants ici. 1 creux, 2 creux, 3 creux. C'est ce qui fait que là, actuellement, ceux qui essayent de capturer ce bottom avec du gros levier sont en train de mettre leur stop ou sous majoritairement tous ces creux, donc environ sous les 28 600, voire sous les 27 800. Et quand on combine techniquement une zone dans laquelle on voit où il y a énormément de liquidités à disposition, sous justement ces 28 000, 27 000, et qu'en plus de ça, on sait qu'en plus des stops qui sont posés maintenant, on a un gros paquet de liquidations, je me demande bien comment le marché ne pourrait pas aller chercher ces liquidations. Ok. Donc c'est assez probable, je dis pas que c'est acté, qu'on va le faire absolument, mais c'est assez probable qu'on puisse aller chercher ces prix de liquidation, donc en gros, au moins dans les 27 300, après 24 000, je sais pas, mais il y a aussi des liquidations intéressantes à aller chercher dans ces niveaux. Après, il n'y en a plus énormément, ok. Donc faut se dire que si c'est un move qui est là pour liquider sur les contrats dérivés, les liquidations s'arrêtent environ, il y en a, hein, mais les plus grosses sont dans les 24 000. Je revérifie ça 2 petites secondes sur mon autre écran. 21 000, il y a un pic, mais c'est pas exceptionnel. Même 24 000, c'est vraiment pas un pic exceptionnel. Hein. C'est vraiment dans les 27 et les 30 000, il y a vraiment un pic juste monstrueux de liquidation. Nous sommes dans l'ultime frayeur. Nous y sommes, ça y est. Reste à déterminer son amplitude. Il y a 3 écoles. L'école la plus pessimiste, mais surtout l'école la plus frustrée. Celle qui, depuis 1 an, attend les 20 000 $. Ça, c'est l'école la plus pessimiste. Mais en même temps, bon, ce sont les dieux de la patience. L'école intermédiaire, vers laquelle j'ai tendance à me tourner, est celle des 25 000, qui est une extension classique du flat en ABC, et le gap du contrat futur à 25 000. Et enfin, l'école la plus positive, optimiste, c'est celle du point bas aujourd'hui, correspondant au point bas de l'été dernier, et correspondant à une vague C égale à 1,1 fois la A, comme la B est égale à 1,1 coefficient multiplié par l'amplitude de la A, pour obtenir ce point haut. Bon, ça c'est l'approche liotiste. Vous voyez qu'ici, on a latéralisé hier sur les plus de 10 000. Je pense quand même qu'il y a eu des ventes ici et que ce ratio-là est en train de diminuer parce que l'action de prix ici est très violente. Donc du coup, ça laisse penser que certaines baleines sont potentiellement en train de vendre également. Comprendre ici aussi que, bien entendu, il est possible, là, vous le voyez, les baleines accumulent, voilà, sur toute cette phase. Et là, malgré tout ça, malgré une forte accumulation des baleines, tout d'un coup, on a un sell-off qui se met en place. Et vous comprenez que ici, le prix avait fait de 6 300 à 3 200, donc un moins 50% en quelques jours. Hein. Ici, on est sur 1, 2... 3, 4, 5, 6 jours, voilà. Donc, ce type d'événement s'appelle une capitulation et on n'est pas du tout à l'abri de ça. Donc, on verra demain si c'est le cas. On verra demain, notamment, je pense qu'on verra beaucoup tout ce qui est NUPL, etc. Enfin, les données de capitulation, tout simplement. On fera un énorme point, je pense, demain et on fera quasiment que du on-chain demain. Et qu'est-ce qui fait peur en ce moment, surtout, c'est les taux d'intérêt là, qui, depuis les dernières semaines, montent presque en ligne droite. Et on sait quand les taux d'intérêt montent, ça veut dire que les bons du trésor sont en train de s'effondrer, que le marché de la dette est potentiellement en train de s'effondrer. Et on sait que la seule chose qui tient le marché en ce moment, c'est le marché de la dette. Parce que tout Ponzi doit être supporté par du nouvel argent. Et on s'entend que le marché des actions est le petit jeu des banques centrales. C'est pour donner l'illusion que tout va bien. Et si on arrête l'impression monétaire, si on arrête l'inflation, le marché des actions va s'effondrer. Ça va être le crash de tous les crashs. Ça va être le crash le plus violent qu'on aura jamais vu. On va voir le marché des actions qu'on voit juste ici aller plus bas que les bas qu'on a vus en 2009, juste ici, après la crise des subprimes. On va voir un cataclysme financier incroyable. Mais comme je vous explique, je pense pas qu'on est arrivé là. Je pense que les taux d'intérêt vont se stabiliser, comme que je vous ai expliqué dans cette vidéo-ci qu'on voit à l'écran. Et qu'on va avoir une dernière jambe haussière sur les actions, sur les crypto-monnaies, avant le crash de tous les crashs. Mais encore une fois, ça se peut que je me trompe. Ça se peut que le crash de tous les crashs, c'est maintenant.
Et si la bulle de toutes les bulles implose en ce moment, ben on va voir les crypto-monnaies descendre avec la bulle, mais probablement ça va être dans les actifs qui vont récupérer le mieux de tout ce crash. Par contre, si on n'a pas ce crash, on risque d'avoir l'inflation continuer parce qu'en ce moment, la Fed nous fait semblant qu'elle va gérer l'inflation. Mais si on voulait vraiment gérer l'inflation, les taux d'intérêt devraient être exactement les mêmes que le pourcentage d'inflation qu'on voit année sur année. Et c'est pas le cas du tout. En ce moment, on a des taux d'intérêt négatifs. Donc, encore une fois, c'est une forme d'impression monétaire déguisée. Donc, pour la 6e analyse, le marché des actions, le marché de la dette, en ce moment, on est en questionnement et les prochaines semaines vont être très déterminantes pour voir est-ce que c'est le big one ou est-ce que ce n'est qu'une correction temporaire. On fait juste une toute petite news, on commence à en parler actuellement sur Bitcoin. Le Bitcoin va-t-il chuter en dessous des 29 000 $? Apocalypse Now sur Journal du Coin. 30 000 $, une première depuis juillet 2021. On n'en parlait pas hier ou avant-hier, maintenant on en parle, c'est formidable. Ok, ça y est, les médias mainstream, faites sortir tout le monde, on s'occupe de tout et racheter du Bitcoin à 20 000. Ça n'arrivera très probablement pas, faites attention à ça. Ne vendez pas pour acheter moins cher. C'est très dur à faire et ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc on se remet entre guillemets en condition. Cela fait de la manière très progressive, il y a un désengagement des marchés. Grosso modo, on nous explique quoi? Que Bitcoin, c'est le Nasdaq. Bon, bah si en effet on aurait pu nous l'avoir dit avant, puisque maintenant on le constate, bien évidemment, même s'il y a eu beaucoup de vidéos dans ce sens-là par rapport à des corrélations entre les mouvements du Nasdaq et les mouvements de Bitcoin. En tout cas, on commence à parler dans les médias de façon assez soutenue que Bitcoin va mourir. Très positif. Là, on accentue en fait la news de la peur. On accentue les sentiments de capitulation. Super intéressant, hein? On débute les actualités avec Terra qui arrive à la rescousse pour ramener la parité à 1 $ de son stablecoin. En effet, ce week-end, l'UST a perdu son PEG à cause de la volatilité extrême des marchés. Et pour rappel, le PEG est la parité du stablecoin au dollar. Et c'est entre autres pour ce type de scénario que depuis plusieurs semaines, la société est en train de se constituer une réserve plutôt conséquente de Bitcoin qui va désormais être mise à profit. Et le plan de sauvetage de l'UST va consister en 2 actions. Tout d'abord, ils vont mettre 750 millions de dollars de BTC pour proposer des prêts sur les marchés, et ils vont mettre également 750 millions de dollars pour accumuler encore plus de Bitcoin au fur et à mesure que le cours de l'actif se stabilise. Bref, avec la situation actuelle sur les marchés traditionnels, on voit que la robustesse du secteur crypto est mise à rude épreuve, et on pourrait bien voir la sélection naturelle qui balayera les projets qui sont les moins solides. Ensuite, au niveau de BTC Fuel, je vais passer 2 graphiques là. Un graphique plutôt bullish et un autre graphique plutôt bearish. C'est intéressant parce que du coup, on a deux perspectives complètement différentes. Premier graphique du coup plutôt bullish, c'est celui-là de BTC Fuel qui nous montre en fait l'équivalent de ce qu'on a fait, si vous voulez, en cet été au niveau de été 2021. Rappelez-vous, au niveau du mois de juillet, si je ne me trompe pas. En gros, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait avant le pump, comme vous pouvez voir, before the pump, on avait fait une sorte de baisse avec un petit range ici en jaune et puis hop, crashonné la baisse et on avait enchaîné les jours de baisse. Je m'en souviens. En gros, on faisait 5%, un peu comme on fait actuellement, on faisait 5 à 8% tous les jours pendant environ une semaine. Et on est vraiment allé chercher bas, on est passé en dessous du support des 30K et on est allé chercher, si vous voulez, les 28 000 $ environ. Et du coup, tout le monde parlait de 20 000 $, tout le monde disait, bah, on a pété les 30 000, du coup, on va aller aux 20 000. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du RSI, on a fait 3 touches sur le RSI au niveau des 35 et on a pu rebondir. Et par la suite, on a eu une autre pump et puis on est reparti à la hausse. Et on a fait une sorte de V bottom. Ce que j'explique rapidement en intro, c'est un scénario qui est possible où en gros, là, du coup, ce qu'on a fait, on fait à peu près pareil. On peut prendre le rectangle là qui est à peu près égal à lui. On descend, on fait une sorte de petit range en jaune en pensant qu'on va repartir et finalement ça rattaque au niveau de la baisse. Pareil que là, on enchaîne les bougies rouges, 5 à 10% par jour de baisse, ça fait très mal, on va chercher profond au niveau de la baisse rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, voilà, tout le monde parle des 27 000 $ actuellement. Et on pourrait refaire le même scénario parce que au niveau du RSI, c'est la même histoire. On fait un bottom ici, un deuxième bottom ici sur les 35 de RSI. Et du coup, on pourrait faire la même histoire où en gros on fait un V bottom et hop, on repart au niveau de la hausse, comme on l'a fait ici. Encore une fois, c'est un scénario comme un autre. Est-ce que je privilégie? Je ne sais pas. Pour moi, je suis 50-50. Je suis ce que fait le marché. De toute façon, j'ai mes plans long terme. Je recharge au fur et à mesure qu'on descend. Plus on descend fort, plus je recharge. Et toutes mes positions, de toute façon, la plupart, elles sont en spot. Du coup, c'est une position, une plus-value latente que j'ai pas pu prendre dans le passé. Et là, du coup, je suis sur certaines positions en moins value latente. C'est-à-dire, par exemple, je suis rentré au 45K actuellement. Du coup, je perds l'argent. Mais c'est une moins-value latente. C'est-à-dire que tant que j'ai pas revendu, j'ai pas perdu. Et du coup, ce que je vise, moi, c'est plutôt le long terme. Et donc, quand ça va remonter, du coup, je serai en bénéfice. Le premier cycle, on va dire ça comme ça, la première barre jaune, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Là maintenant, une première 2. Et le nouveau cycle, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va chercher un top de 3. D'accord? Un top de 3, 4 et 5. Mais ça va concerner des dizaines d'années. D'accord? Ne regardez même pas les dates d'ailleurs. C'est vraiment un travail qui va durer fort longtemps, bien entendu, sur 10, 15, 20, 30 ans, etc.
Sur Glassnode, on peut voir les ventes à perte. Il y a encore eu énormément de ventes à perte hier, plus de 2,5 milliards de ventes à perte. On est sur des pics. Donc là, on sait qu'il y a des whales qui sont en train de capturer ce supply, de l'acheter parce qu'il y a des retails en face qui panic sell et qui vendent à perte. Je pense toujours qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas panic sell. Ça, c'est certain. Sur les alts, il y a beaucoup de gens qui tiennent. Donc c'est pour ça que pour moi, ça me paraîtrait bizarre de pas continuer de faire un petit coup de pression, chercher les liquidations dans les 27, voire peut-être 24 000 $, vraiment le dernier coup de massue. Les gens qui lâchent, qui en ont marre, qui se disent bon, le Bitcoin, vas-y, ça va aller sous 20 000 ou je sais pas combien. Et à ce moment-là, voilà, qui vendent toutes leurs alts. Et on a le point de capitulation et une remontée des prix par la suite. Et un sentiment totalement bearish parce que pour changer un sentiment, il faut que les gens vendent. Tant que les gens n'ont pas vendu, ils vont pas développer un sentiment bearish. Ils ont un sentiment bearish quand ils ont vendu. Et quand ils auront vendu, ils auront un sentiment bearish. Et c'est ce qui fait justement que voilà, le prix pourrait monter doucement mais sûrement pour pas qu'on donne cette impression de « Oh là là, faut FOMO dans le Bitcoin maintenant, ça y est, c'est reparti sur la lune ». Non, ça monte tranquillement, doucement mais sûrement, personne n'en entend parler. Donc là, on serait dans ce scénario du S&P 500 où le truc remonte doucement, voilà, fait des dips, que les gens se questionnent, ce marché va où, et qu'au final, ils se rendent compte trop tard, on est vers les ATH, et que là, il y a l'halving qui arrive, c'est reparti. Et qu'en gros, voilà, le truc puisse se remettre à exploser par la suite. Et rappelez-vous une chose vraiment importante, c'est que le marché peut rester irrationnel plus longtemps qu'on peut rester solvable. Donc c'est pour ça qu'on doit diversifier notre portfolio, séparer son risque, mettre notre argent dans des actifs risk-on, comme les crypto-monnaies et les actions, mais des actifs risk-off comme des commodités, l'or et l'argent. Et c'est comme ça qu'on réussit à naviguer dans les eaux troubles et dans tous les marchés. Chainlink pourrait littéralement anéantir la finance décentralisée. Faut savoir que le protocole de Chainlink a été lancé dès 2019 et qui propose ce qu'on appelle des oracles décentralisés. Et pour faire simple, un oracle, c'est tout simplement un programme qui permet donc aux contrats intelligents d'obtenir des données qui ne sont pas stockées directement sur la blockchain. Par exemple, sur Chainlink, on retrouve des oracles qui vont capter le cours de la crypto-monnaie, donc en dehors des blockchains, et qui vont les rapatrier directement sur des contrats intelligents. Et par exemple, ce service serait utilisé par plus de 10 blockchains différentes sur la DeFi. Et c'est justement là que tout le problème se trouve. C'est-à-dire que si quelqu'un avait accès à cet oracle, il aurait un impact sur plus de 10 blockchains différentes de manière simultanée. Et c'est comme ça que Chris Blake a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours sur Twitter, allant même jusqu'à indiquer que selon lui, Chainlink pourrait littéralement détruire la DeFi, donc la finance décentralisée. Et ça pour une raison plutôt simple. En fait, l'ensemble des contrats intelligents de Chainlink utilisent des wallets multisig. Donc un wallet multisig, c'est tout simplement un wallet qui a plusieurs signatures pour être ouvert. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs clés privées et que pour ouvrir ce wallet, il faut qu'il y en ait plusieurs qui soient utilisées simultanément. Donc une seule clé n'est pas suffisante pour déverrouiller un wallet multisig. Mais le problème, c'est que dans le cas de Chainlink, et malgré le fait qu'il y ait 20 clés différentes, 3 seulement suffisent à modifier les différents contrats. Toujours de manière hypothétique, si des hackers arrivaient à se procurer 3 des 20 clés existantes, eh bien ils pourraient compromettre les oracles de Chainlink, mais également donc avoir un impact sur toutes les blockchains qui utilisent cet oracle. Et selon lui, on pourrait alors assister à un véritable Black Swan, et subir même une destruction irréversible pour la finance décentralisée. La quatrième question, c'est est-ce que je pense que MiCA et la régulation européenne est l'une des raisons de ce marché baissier? Alors on pourrait penser que oui, mais très rapidement on comprend que non. Oui, court terme, parce que ça va affecter les entreprises, ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens et ça va délocaliser énormément de boîtes vers l'international qui pourront plus exercer librement dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Ça va changer totalement les habitudes des utilisateurs qui ne seront pas les mêmes à cause de ces nouvelles lois et si jamais elles passent, encore une fois, faut pas être pessimiste, c'est l'avenir qui nous dira si ça va être appliqué. Pour l'instant, il y a beaucoup de travail qui est encore fait. En attendant, c'est au niveau européen. Et c'est là que très rapidement on se dit non. Alors oui, il y a peut-être des grosses entreprises européennes qui vendent pas mal et qui font bouger les cours sur du court terme, mais la réalité c'est que l'Union européenne est toute petite aujourd'hui. Les États-Unis représentent une grosse partie de la liquidité. La décision de la Chine peut également avoir de l'impact, on l'a vu sur le minage, mais globalement aujourd'hui, le fait que l'Union européenne soit en train de potentiellement proposer une régulation trop stricte et qui tuerait l'écosystème, déjà c'est parier sur l'avenir et sur le fait qu'il sera négatif, ce qui n'est pas encore le cas. Et deuxièmement, ce n'est que l'Union européenne, donc je ne pense pas que ça affecte Bitcoin dans l'intégralité de son marché et de toutes les autres crypto-monnaies.
On passe maintenant à l'actualité croustillante du jour, à savoir le PDG de Mining Capital qui est accusé d'une fraude d'un montant de plus de 62 millions de dollars. PDG et cofondateur de la plateforme, à savoir donc Luis Capucci, a été inculpé par le ministère de la Justice pour avoir donc prétendument orchestré un système mondial de fraude à l'investissement de plus de 62 millions de dollars. Et si jamais il est reconnu coupable, il risque une peine de prison maximale de 45 ans. Et donc selon le ministère de la Justice, Capucci ainsi que des co-conspirateurs anonymes sont accusés d'avoir trompé les investisseurs sur le potentiel profit des programmes de mining. Et en fait, il a fait l'éloge d'énormes profits et de rendements garantis en utilisant l'investissement, en utilisant l'argent des investisseurs pour miner de nouvelles cryptos. Sauf qu'il n'a pas réussi à tenir ses promesses. Et en fait, il a utilisé les fonds récoltés pour exploiter un système d'investissement frauduleux et les a donc même pas utilisés pour miner de nouvelles cryptos comme il l'avait promis. Il en a ensuite profité pour détourner les fonds vers des portefeuilles de crypto sous son contrôle. Et en plus de ça, il est accusé d'avoir mis en vente des bots de trading douteux, qui pouvaient selon lui effectuer des milliers de transactions par seconde et générer des rendements quotidiens pour les investisseurs. En plus de ça, pour faire la promotion de son arnaque, il a utilisé donc un réseau d'affiliés avec un système, si vous voulez, de marketing multiniveau, en d'autres termes du MLM, donc du marketing de réseau, que certains d'ailleurs pourraient qualifier de système pyramidal. Soit un peu comme la pyramide de Ponzi qu'avait utilisé notamment donc Bernard Madoff et Ponzi lui-même, ou encore qui avait été utilisé à l'époque sur la crypto avec le projet BitConnect, paru avec un ou plusieurs milliards à l'époque. Et potentiellement, il a donc peut-être arnaqué plus de 65 000 investisseurs dans le monde entier, en leur promettant un rendement de 1% par jour, payé chaque semaine pendant 1 an. Et comme je vous le dis souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le fondateur de Cardano affirme que la crypto-monnaie est actuellement dans un bear market et que pour l'instant, aucune annonce ne pourrait faire la différence pour relancer le marché. Selon lui, eh bien, le Cardano comme les autres crypto-monnaies devront lutter pour maintenir le cours de leur prix. Pour rappel, le prix du Cardano a déjà baissé de plus de 43% depuis le début de l'année. Et finalement, on a la Sunshine Tour, la principale compétition de golf sud-africaine, qui va proposer une partie de ses récompenses en Bitcoin. La dernière question était sur Ether. Beaucoup de gens disent oui, incertitude, manque de visibilité sur quand ça sort. La mise à jour d'Ether 2.0 devait sortir en juin 2022. Sans surprise, Ether nous annonce qu'il y aura 2 mois de retard, à peu près. 2 mois ou plus, peu importe, beaucoup de gens ont peur. Pourquoi? 2 choses. Premièrement, pendant longtemps, une grosse partie des Ethers ont été bloqués. C'est-à-dire que là, actuellement, pendant que je vous parle, 10% des Ethers en circulation sont bloqués sur Ether 2.0. Quand la mise à jour va arriver, certes, il y aura ce gros constat du est-ce que Ether 2.0 est tellement performant qu'il vient remplacer toutes les autres blockchains d'infrastructures qui étaient arrivées avec une seule proposition de valeur, ça va plus vite et c'est moins coûteux. Si Ether réussit son pari, beaucoup de blockchains d'infrastructures vont se péter la gueule parce que pourquoi aller ailleurs si Ether le propose déjà à moindre coût et très rapidement. Encore une fois, en cas d'échec, si la blockchain Ether 2.0 n'est pas aussi scalable et ne convient pas aux besoins des utilisateurs, on peut très vite retomber dans un modèle où c'est Ether qui se casse la gueule et toutes les autres blockchains d'infrastructure, Algorand, Elrond, Polkadot, Atom et j'en passe, qui vont reprendre de la valeur parce que Ether n'aura pas réussi à tenir sa promesse. Quoi qu'il arrive, quand il y aura cette mise à jour, et pour l'instant on n'a pas de visibilité car on ne sait pas quand exactement, à peu près 10 ou 15% à ce moment-là des Ethers du réseau seront rendus aux utilisateurs qui pourront prendre la décision de les vendre ou non et donc d'affecter le prix à la hausse ou à la baisse. Encore une fois, ceux qui ont été bloqués leurs Ethers dans un contrat pour une durée indéterminée sont souvent des personnes qui croient au projet et qui prennent le pari long terme d'Ether. Pourquoi vendre à ce moment-là? Le marché des NFT qui s'effondre littéralement avec une baisse des volumes qui a atteint jusqu'à 30%. Et c'est comme ça que le volume des plus gros NFT comme les Mycy, Bycy ou encore OtherDeed sont actuellement en baisse, ainsi que l'ensemble du marché des NFT. Et on peut d'ailleurs prendre comme exemple la collection donc OtherDeed qui a été lancée par Yuga Labs et qui a connu une baisse de plus de 50% de volume en quelques heures seulement, entraînant par la même occasion l'ensemble du marché des NFT. Et cette tendance semble clairement se confirmer quand on voit que parmi les 10 plus grosses collections de NFT, seulement 3 sont actuellement dans le vert au niveau de leur volume. Et parmi elles, on retrouve notamment Cyberbroker avec une augmentation de plus de 4124%. En plus de ça, on observe aussi que les portefeuilles donc de marché actifs qui ont effectué des transactions de NFT a également drastiquement chuté, connaissant même une baisse de plus de 69%. Mais on peut tout de même relativiser quand on sait que certains analystes voient une multiplication du volume de plus de 4,5 d'ici 2027, avec une industrie qui pourra atteindre les 13,6 milliards de dollars par an. Mais par contre, à court terme, on peut clairement dire que le NFT ne réchappe pas à la baisse actuelle du cours des cryptos. Alors qu'on aurait pu penser que ça aurait été un des domaines refuge, malheureusement actuellement ce n'est pas le cas. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires concernant le marché des NFT.
Sans transition, on a Gucci qui continue son intégration du secteur crypto, car je vous rappelle que la société avait déjà fait son entrée dans le métaverse de The Sandbox en février de cette année. Et aujourd'hui, la marque va accepter les paiements en crypto dans 5 de ses magasins aux USA pour pouvoir tester ce nouveau moyen de paiement, et ils auraient l'ambition d'étendre le paiement en crypto à l'ensemble de ces magasins dans le monde. À savoir que les cryptos qui seront acceptés seront bien sûr le BTC et le TH, ainsi que 5 stablecoins, mais également le Dogecoin et le Shiba Inu. Et il est important de préciser que le choix de conserver les cryptos ou de les convertir en dollars reviendra à chaque enseigne. Bref, depuis plusieurs mois, on voit de nombreux acteurs du secteur du luxe qui se mettent à la crypto, et la tendance ne semble pas prête de s'arrêter. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.